Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée, rien ne bouge, vous le savez, on commencera avec Info 10, le journal local et régional et nous sommes vendredi, donc à 19h vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, là c'est l'actualité sportive de notre département, même pour l'instant place à l'info. Nous sommes le vendredi 22 janvier 2021 et on débute tout de suite avec cette rencontre entre le syndicat UNSA et la direction du SIAG. Un échange autour de la santé financière de l'établissement. Et effectivement, la région devrait venir au secours du syndicat à hauteur de 2 millions d'euros pour pouvoir s'acquitter de certaines dettes, dont les dettes fournisseurs. Mais il était aussi question du devenir des agents. Le reportage. J'ai expliqué ce matin aux délégués de l'UNSA, du syndicat UNSA, qu'au niveau financier, le président de région m'a répondu sur le soutien de la région à hauteur de 2 millions d'euros d'avance de trésorerie pour payer les factures des fournisseurs, les frais de fonctionnement du SIAG, également des salaires, et qu'au niveau financier, les choses étaient claires et que nous pouvions assumer avec cet appui du président de région. Nous attendons maintenant les documents. L'UNSA SIAG a souhaité faire le point avec le président du SIAG aujourd'hui, étant donné que nous avions donc déterminé une deadline aujourd'hui midi par rapport à la situation du SIAG, par rapport à l'actualité du SIAG. Donc à ce moment-là, il nous a donné des éléments financiers qui prouvent qu'effectivement l'organisme est viable, que nous étions en attente d'une réponse de la région, qu'en fait nous avons reçu un courrier, mais nous sommes dans l'attente de la notification de ce versement. Et ensuite, le président du SIAG nous a donné des éléments qui nous permettent de dire qu'en fait, l'organisme, malgré qu'il soit viable, que l'État en fait continue dans ses objectifs et qu'ils veulent atteindre à tout prix pour pouvoir dissoudre le SIAG. Et sous le plan des ressources humaines, je n'ai pas d'informations à leur donner dans la mesure où l'État conduit l'opération. Donc nous attendons que l'étude soit terminée pour savoir exactement quel sera le plan social et où iront les salariés du SIAG. Donc, et puis le dernier point, à savoir quelle est la réponse du ministre des Outre-mer. Je n'ai pas d'informations à leur donner à ce niveau-là, puisque c'est le ministre qui décide de son calendrier. Est-ce que le timing du 1er février tient toujours ou encore on va attendre l'instruction du SMO au 1er septembre? Justement, nous n'avons pas obtenu aujourd'hui de garantie sur ça, parce que nous savons aujourd'hui que des réunions sont prévues la semaine prochaine justement pour parler avec un cabinet d'expertise, il semblerait, pour parler du volet RH, du transfert du personnel et du transfert de la comptabilité. Alors donc, on a compris très bien que de toute façon, le transfert en lui-même, il est déjà bien avancé et qu'il en reviendra qu'au ministre de donner le feu vert pour la dissolution. Aujourd'hui, on peut parler d'une suspension du mouvement ou ça continue toujours? Absolument pas de suspension, justement. Compte tenu de ces nouveaux éléments que nous avons eus aujourd'hui, il n'y aura pas de suspension du mouvement. Le mouvement, à mon avis, plutôt de l'avis de l'UNSA, va se durcir. Et on part pour la conférence de presse du procureur de Martinique sur le démantèlement d'un trafic de cocaïne et d'armes à feu. Une enquête exceptionnelle à plusieurs titres, tant sur la coordination de 250 enquêteurs de police, de douane et de gendarmerie que sur l'envergure du réseau démantelé. 26 personnes ont été interpellées cette semaine en Guadeloupe et à Saint-Martin. 14 sont mises en examen pour des faits de trafic d'armes, de drogue et de blanchiment d'argent. On fait le point. L'enquête se caractérise par le fait qu'elle a permis non seulement de mettre à jour un trafic de produits stupéfiants, mais également des faits de trafic d'armes. Même si les liens entre les deux restent encore à déterminer avec plus de précision. Et ce que l'on peut dire, c'est que s'agissant des investigations qui ont été réalisées, s'agissant du trafic d'armes, les investigations ont permis de se concentrer sur une phase cruciale qui est celle de l'acheminement de la marchandise depuis, en l'occurrence,
la Guadeloupe jusque la métropole. Et c'est cette phase-là qui est une phase extrêmement délicate pour les trafiquants qui a été mise à mal puisque ces interpellations ont été menées s'agissant de ces individus qui se livraient à cette opération consistant à embarquer la marchandise dans des aéronefs et ensuite également à procéder au débarquement, tout cela à l'insu des forces de police, gendarmerie ainsi que les forces des douanes. Le deuxième aspect, donc, c'est que dans ce dossier-là, il y a également des liens qui ont pu être établis avec un trafic d'armes dont l'ampleur reste toutefois encore à déterminer, même si ce sont tout de même un peu plus d'une vingtaine d'armes qui ont d'ores et déjà pu être appréhendées par les forces de police et de gendarmerie. C'est une affaire remarquable, exceptionnelle à plusieurs titres. Le premier, effectivement, c'est l'organisation qu'il a fallu mettre en place pour la synergie de tous les services qui ont participé. Donc, pour rappel, le groupe d'intervention et de recherche de la direction zonale de la PJ, la direction zonale de la police judiciaire, le FAST de Nanterre, qui a travaillé également sur cette affaire, le FAST et son antenne Caraïbes qui se trouve à Fort-de-France, le détachement qui est en Guadeloupe, les services des divisions opérationnelles de la direction territoriale de la police judiciaire, la gendarmerie nationale, la section de recherche et tout le commandement de la gendarmerie en Guadeloupe, et puis également sur la phase d'interpellation, le RAID et son antenne qui est basée en Guadeloupe, la police aux frontières, la sécurité publique, donc la douane également, tous les services qui œuvrent pour la sécurité intérieure sur le secteur de la Caraïbe et même de la métropole. Le deuxième point sur le caractère exceptionnel, c'est 216 kilos de cocaïne qui est en fait un des points qui sont le démarrage qui est le démarrage de cette affaire, saisie donc en métropole sur un aéroport parisien, sur du fret aérien. Si on remonte sur les 5 dernières années, c'est la plus grosse prise sur le fret aérien qui a pu avoir lieu, et donc un gros coup porté à une structure de logistique pour l'expédition de cette cocaïne vers la métropole. Voilà vraiment le côté exceptionnel de l'affaire. Et ce sont quand même pas moins de 26 personnes qui ont été interpellées et quasiment 250 enquêteurs qui ont été mobilisés dans cette opération. Ce sont également donc près d'un millier de munitions qui ont été saisies par les forces de l'ordre. Les individus qui ont été interpellés en plusieurs points du territoire de la Guadeloupe, ainsi donc en l'occurrence la place Pointoise, mais également donc Saint-François, le Moule, et puis également une interpellation qui est intervenue sur l'île de Saint-Martin. On enchaîne avec la rentrée judiciaire du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Les magistrats se réjouissent effectivement du travail mené malgré le confinement et la crise Covid. Et pour cette nouvelle année, le nouveau procureur, puisque ça faisait 1 an qu'il est en fonction, il entend appliquer une politique pénale très ferme, surtout pour le port d'armes à feu. Ce sera traduction en justice immédiatement. Le reportage. Écoutez, le bilan d'un point de vue pénal, il est finalement pas si négatif que ça, en tout cas en ce qui concerne l'activité de notre juridiction. On a des chiffres qui prouvent que nous sommes parvenus à maintenir une activité pénale de bon niveau, de répondre aux infractions quand elles ont été commises, aux infractions les plus graves, y compris en plein cœur du confinement. Et de ce point de vue-là, ce bilan, il est malgré tout positif. Plus de violences conjugales sans explosion pour autant, et vraiment c'est très important d'insister là-dessus. C'est vrai qu'au cœur du confinement, les infractions qui ont demeuré étaient effectivement les violences conjugales en priorité. Mais pour autant, l'explosion dont on parlait notamment en métropole n'a pas été vérifiée ici. Je crois vraiment qu'il y a une politique à mener, une politique pénale très stricte à mener. Mon constat au terme de cette année de présence, c'est que les armes à feu circulent beaucoup trop facilement en Guadeloupe. Et je crois que certaines personnes doivent prendre conscience du fait qu'elles sont absolument interdites. Et être dans la rue, se promener avec une arme qui plus est chargée, prête à être utilisée, prête à fonctionner contre une personne, contre quiconque, je crois que c'est quelque chose qui est hautement répréhensible et qui doit être puni sévèrement. Donc désormais, effectivement, nous allons mener une politique pénale très ferme dans les mois qui viennent contre ces personnes, et je tiens à leur dire solennellement ici que si on les interpelle munis d'une arme chargée, ces personnes seront systématiquement déférées en justice et systématiquement jugées en comparution immédiate avec des réquisitions systématiques de mandat de dépôt. On ne peut pas aujourd'hui en Guadeloupe être dans la
rue avec des armes chargées, des armes à feu chargées, quand on sait l'usage qui en est fait ici. C'est vrai qu'au cours de cette année, on a vu plusieurs affaires judiciaires être, un petit peu parasitées par les réseaux sociaux, avec des échanges, des détails parfois qui sont donnés, des réflexions qui sont faites. Je crois qu'il faut que chacun prenne conscience que les réseaux sociaux, on ne peut pas y dire n'importe quoi et on ne doit pas croire tout ce qui est dit sur ces réseaux sociaux. Et d'un point de vue judiciaire, c'est vrai que ça peut parfois être un handicap lorsque les enquêtes sont parasitées par ces propos. En 2021, ils sont très nombreux, évidemment, mais principalement le Code de justice pénale des mineurs, c'est-à-dire la nouvelle législation pénale des mineurs qui va intervenir, la justice de proximité. On va effectivement essayer d'être au plus près des citoyens. Moi, je souhaiterais vraiment que nous parvenions, dans les mois qui viennent, à amener les délégués du procureur, c'est-à-dire ceux qui apportent la réponse au nom du procureur, à pouvoir les amener dans les communes, en tout cas les communes les plus éloignées. Je vais essayer de me rapprocher des maires concernés pour essayer de travailler avec eux sur ce sujet. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la région Guadeloupe aide des actionnaires privés à acquérir une compagnie aérienne, en l'occurrence la compagnie Corsair, un apport financier qui vise à maintenir la diversité de l'offre, favoriser la compétition et obtenir des tarifs attractifs, ce qu'on souhaite vivement d'ailleurs. Un partenariat qui a été contractualisé ce jour lors de la première séance plénière de l'année. Le reportage. Pas d'opposition contre ce point. Pas d'abstention. Bien, à l'unanimité, monsieur Galcolé. Voilà. Vous pouvez voler de vos propres ailes. C'est difficile de ne pas être satisfait parce que plus que l'unanimité, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. En fin de compte, nous étions face à ce que la région prenne conscience que le désenclavement, avoir une troisième compagnie, la concurrence, le fait de véritablement avoir une compagnie dont le centre de décision est dans l'outre-mer, qui va s'ouvrir aux capitaux de l'outre-mer avec un partenariat public-privé. J'ai jamais entendu ça. Ce sont des investisseurs guadeloupéens qui portent leur projet. C'est fait normal que la région puisse apporter sa contribution, surtout qu'autour de cela, nous avons eu des exigences concernant la formation des jeunes. Dans 7 ans, il y aura 500 départs à la retraite, donc prévoir à former des jeunes guadeloupéens pour que demain ces jeunes puissent accéder à ces postes. Nous avions le projet du simulateur de vol qui devait déjà être en chantier, mais à cause du Covid, ça a pris du retard. Donc nous avions vu avant les autres, donc c'est une très bonne chose pour nous. Et l'autre chose, nous avons demandé aussi à ce que ce capital soit ouvert aussi aux Guadeloupéens qui le veulent. Quand on va lancer ce dernier tour, ça va être une augmentation de capital. Je suis sûr qu'elle va être immédiatement souscrite et elle sera ouverte dans les premiers temps, les premiers jours de souscription uniquement aux ultramarins. La concurrence, nous savons, plus il y a de concurrents, plus les prix vont diminuer. Nous savons que, comme l'a expliqué M. Vial-Collet, il va y avoir une centaine de départs à la retraite, donc quelques recrutements supplémentaires qui bénéficieront, je pense, aux jeunes ultramarins. Nous avons aussi donné notre accord pour accompagner, pour que les autres puissent le savoir, Air Caraïbes aussi, sur le régional. Nous devons les rencontrer bientôt. Nous sommes là pour accompagner les compagnies qui créent de la richesse et de l'emploi au niveau de la Guadeloupe. Voilà 50 ans maintenant que la SARA opère seule la distribution de carburant chez nous, un anniversaire que l'entreprise célèbre calmement. Le reportage. Aujourd'hui, nous fêtons nos 50 ans. Ça veut dire qu'en 1971, l'aventure a commencé au niveau de la raffinerie, qui est en Martinique. Mais il y avait déjà le dépôt qui existait ici. Donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est là à assurer cette indépendance, comme on dit, énergétique, parce que c'est essentiel. La SARA, en quelques chiffres, c'est 27 collaborateurs. Une capacité de stockage de plus de 100 000 mètres cubes de carburant, ça veut dire 100 millions de litres de carburant, cinquantaine de camions qui sortent chaque jour pour aller approvisionner les stations, des transferts par pipeline vers l'aéroport, parce que nous approvisionnons également les aéroports et les avions, des transferts également par pipeline vers des bateaux, je dirais un approvisionnement sans faille.
sans faille de la population, puisque tous les jours, nous approvisionnons la population. Nous sommes bien entendu au fait que l'énergie fossile, tôt ou tard, ira vers une diminution, qu'il y a une forte volonté de passer aussi à autre chose. On voit l'apparition de véhicules électriques, on voit le photovoltaïque qui émerge, l'hydrogène qui émerge. Donc nous sommes aussi en mutation. Ça n'a jamais cessé d'évoluer et de s'adapter en fait à la situation, et c'est ce que nous allons faire encore, je pense, pour les 50 prochaines années. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Et n'oubliez pas effectivement que 14 personnes ont été mises en examen dans le cadre du démantèlement du trafic d'armes à feu et de cocaïne ici en Guadeloupe et aussi sur Saint-Martin. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. On se retrouve lundi à 18h30. Un excellent week-end à vous et des bisous. Bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10, toute l'actualité sportive du département. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Franck Abar, le général, bonsoir à Madeleine Congré, bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir à JL des Outils, un j'espère bien filer les outils là, bonsoir à Fabien Nebo, à Joël Bazit, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent et les téléspectateurs. On continue le programme juste après la coupure pub.